Alors, comment repérer les fake news? Il existe énormément de ressources en ligne pour repérer les fausses informations. Il existe même une discipline universitaire. Alors, je vais essayer de la trouver. Pardon. Voilà. Ça s'appelle la zététique, ou l'enseignement du doute. Et vous voyez que c'est enseigné, par exemple, à l'université de Sophia Antipolis. Esprit critique es-tu là? Le droit au rêve a pour pendant le devoir de vigilance. Donc vous avez des séminaires pour les licences en première, deuxième et troisième année, et il y a des unités de valeur, et cela s'appelle la présentation de l'art du doute. Donc vous voyez qu'il faut quand même être... il y a quand même des gens qui s'intéressent à ces fake news depuis longtemps. N'oublions pas que des centaines de modérateurs, de chercheurs ou de journalistes passent leur temps et toute leur journée à faire ça. Certains sont équipés de logiciels très sophistiqués. Il existe même des logiciels dopés par l'intelligence artificielle pour lutter contre les deepfakes, c'est-à-dire les trucages les plus sophistiqués de vidéos. Bref, si quoi que ce soit vous semble suspect, il y a de bonnes chances que quelqu'un qui ait fait le travail de vérification pour vous, en y consacrant certainement plus de temps et de moyens que vous ne pourriez le faire. Alors, il y a dans ces dispositifs de fact-checking, il y a des fautes un peu partout, il manque un C, il y a le Décodex du Monde, il y a Check News de Libération, il y a TinEye ou Google Image pour faire de la recherche d'images inversées, si on veut le faire soi-même, Photo Forensics pour les clichés qui ont été retouchés, Hoaxbuster, c'est plutôt spécialisé dans les rumeurs, et puis chaque journal, chaque média en fait, que ce soit la presse, la télévision ou la radio, ils ont tous une petite émission. Donc il y a le Fake-Off de 20 minutes, il y a le vrai du faux sur France Info, des intox sur Arte, Factuel sur TF1, les observateurs de France 24, etc. Donc ça veut dire que s'il y a quelque chose qui a été grossièrement truqué, c'est probablement repérable. Alors, point suivant, comment se faire une opinion sur un article scientifique? Alors ça, c'est fondamental, et ça, c'est vraiment de l'éducation. Je vais vous montrer un article, voilà, qui est paru il n'y a pas très longtemps. Ça s'appelle « Trou noir au centre de la Terre ». Et en fait, un trou noir caché au centre de la Terre relie un mystérieux ADN sombre aux molécules d'eau et aux êtres vivants. C'est la thèse d'un article qui a été écrit par 13 scientifiques et paru dans une revue scientifique officielle. Bien sûr, c'est un canular, mais le charabia de l'article ne laisse pourtant aucun doute sur son caractère grotesque, on a dit. Alors voilà, l'article, il est paru sur le Macedonian Journal Medicine Science, et qui est quand même un organe important, qui est très bien coté. Et en fait, quand vous regardez cet article, ben vous avez tous les ingrédients d'un véritable article. Donc vous avez des tas de gens que vous pouvez d'ailleurs retrouver. Hein. Là, il indique qu'ils l'ont retiré. Et puis, vous avez un abstract. Vous avez une introduction, voilà. Vous avez des références sur le changement de l'ADN, sur cet ADN dit noir. Vous avez ensuite des tas de choses qui proviennent d'un mélange de tout un tas d'autres articles, comme vous pouvez le voir, mais ça paraît très sérieux quand même, et même les mathématiciens sont comblés qu'il y a une série de... Alors, comment se faire une opinion? Alors, si vous êtes du domaine, alors celui-là est grotesque, hein, particulièrement, que vous sachiez ce que sont les
la théorie des supercordes, le théorème de Calabi-Yau ou des choses de ce genre dans les espaces à n dimensions, les trous noirs, etc. Ou que vous soyez un spécialiste de l'ADN, vous vous rendez compte tout de suite qu'il n'y a pas de lien, que c'est stupide. N'importe quel géophysicien vous dirait que c'est une aberration. Mais ça paraît quand même très poussé, vous voyez. Donc, pour revenir à cela, en fait, il faut d'abord regarder l'identité des auteurs. La date de l'étude, ça permet de comprendre si ça a été fait il y a très longtemps et où il y a eu de nouvelles choses depuis, ou si c'est un article très récent qui innove. L'identité des auteurs, on verra tout à l'heure comment, les conflits d'intérêts, le peer reviewing. Les conflits d'intérêts, c'est par exemple si quelqu'un qui parle de vaccin, il est sponsorisé par un grand laboratoire pharmaceutique. Les conflits d'intérêts, aussi, ça s'applique à peu près à tous les domaines, pas seulement le médical. Le peer reviewing, c'est tous les grands journaux et les sites internet scientifiques sérieux, ils font appel à des comités de relecture. Donc, il s'agit de panels de scientifiques qui sont triés sur le volet pour leur esprit critique. Pardon. Et leur rigueur et leur connaissance du sujet en question. Et en fait, ils sont chargés de relire, de vérifier, d'approuver un article avant qu'il ne soit publié. Donc, on a vu, par exemple, que pour certaines revues, ça peut paraître bidon. Et quand je parlais des revues prédatrices, ça veut dire qu'il y a des revues qui vous demandent 1000 ou 5000, de 1000 à 5000 $ pour publier, et des revues scientifiques. Et une fois que vous avez publié, vous avez un article qui vaut ce qu'il vaut, mais qui a été cité. Et donc après, comme il est repris dans des index de citation, forcément, vous apparaissez, plus il paraît dans 15, 20 ou 30 revues dites scientifiques, et plus il sera cité sur Google, et plus il sera en tête. Donc, si vous avez un message à faire passer, ces revues prédatrices sont un très bon support. Alors, l'impact factor, c'est un score qui dépend du nombre de citations, donc, dont un papier fait l'objet sur les 2 dernières années et du nombre total d'articles citables dans cette même durée. Donc, si la pertinence est discutable, ça reste un bon moyen de se faire une idée du poids d'un journal. On peut trouver ces impact factors directement dans Google. On considère habituellement qu'avec un impact factor supérieur à 5, le journal commence à être très sérieux. À 8, on arrive à des journaux de référence présents dans les 3 meilleurs pourcents. Au-dessus de 10, on trouve un club très fermé de journaux spécialisés qui font référence dans le monde entier. Par exemple, les références absolues que sont Nature, Science, Cell, donc Nature 41,6 impact factor, Science 37,2 et Cell 36,2. Donc, ça veut dire qu'ils sont lus et cités par un grand nombre de journaux, eux aussi très influents tous les jours. Alors, il y a d'autres index, le I10, l'index I10, c'est le nombre de papiers cités plus de 10 fois dans un journal et qui représente donc le nombre d'articles à succès dans un journal. Alors après, il faut voir la structure d'un papier scientifique que les anglo-saxons appellent IMRAD. Un papier scientifique est toujours en anglais. L'anglais est la langue officielle en sciences. Et ils ont toujours cette même structure. I pour introduction, M pour matériel et méthode, et R pour results, and, et le A, discussion, discussion. Donc, en fait, quand on regarde la documentation et les citations, dans un papier scientifique, chaque affirmation doit être justifiable à l'aide d'un autre résultat.
C'est pour cette raison que les papiers scientifiques mentionnent souvent des bibliographies de plusieurs pages. Le périmètre de l'étude. C'est très important de garder à l'esprit que le périmètre de l'étude. Beaucoup d'études passent par une phase de test sur des animaux, par exemple, et lorsqu'on annonce que tel ou tel nouveau médicament a été efficace à 80% lors d'un test sur des rongeurs, il reste un pas de géant avant de pouvoir le transposer cela à l'humain. Mais évidemment, les journaux vont s'en emparer tout de suite. Et donc, ça fera du buzz, et donc on pourra vendre de la publicité autour. Alors, la réplicabilité, les groupes de contrôle, le premier point à vérifier est la réplicabilité d'une expérience. Si une expérience ne peut pas donner les mêmes résultats à partir des mêmes conditions initiales, alors ces conclusions n'ont aucune valeur en théorie. Alors, par exemple, la mémoire de l'eau, c'était pas reproductible, les expériences du professeur Benveniste. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il se passe quelque chose au niveau quantique, on n'en sait rien. En tout cas, c'était pas reproductible dans les conditions qu'il avait énoncées. Le jargon. Le jargon, c'est très important. Lorsqu'un chercheur qualifie un résultat de significatif, ça veut dire qu'il considère que ce résultat a une importance particulière dans l'étude, et souvent, il s'agit d'un point clé du raisonnement. Comprendre quels points sont significatifs ou quels points ne le sont pas, ça aide à cerner l'étude. Et puis les adjectifs qualificatifs. Méfiez-vous quand on parle d'un résultat qui est bon, important, mauvais, au lieu de fournir une quantification précise et de le comparer. Ça n'inspire pas confiance. Les chiffres, c'est très difficile de donner des conseils de lecture pour les chiffres et les graphiques. On peut se rapporter à l'abstract ou à la discussion. Ça veut dire qu'en général, l'équipe de recherche a déjà fait le travail de synthétiser les données importantes et les peer reviewers, celui de valider cette synthèse.